Voilà, merci beaucoup pour ces mots introductifs. Je suis ravi d'être parmi vous. Pour commencer, je dirais la gouvernance, en réalité, c'est d'abord une affaire de bon sens. Et puis, on a assisté à une inflation réglementaire, on assiste toujours d'ailleurs, à une inflation réglementaire en matière de gouvernance, et peut-être faut-il un peu le regretter. Mais néanmoins, n'oublions pas que le maître mot de toute la discussion sur la gouvernance, c'est toujours, évidemment, le bon sens qui doit nous guider. La collaboration entre le secteur public et le secteur privé, vous le savez, eh bien, est évidemment très répandue en Suisse. Elle est d'ailleurs très prisée depuis très longtemps. Hein, les compagnies de chemin de fer, évidemment, pas seulement, les banques cantonales aussi. Cette collaboration, elle s'est toujours traduite en réalité au travers de formes juridiques, d'habillage juridique qui recevaient cette activité mixte entre les secteurs publics et privés. Et donc, on a des établissements purement publics, on a évidemment des sociétés anonymes de droit public et de droit privé, et on a, et on le verra, probablement les plus intéressantes, celles qui sont de droit mixte, parce que c'est mêlé et entremêlé, et c'est ça qui va nous préoccuper un peu. Alors, une définition d'entreprise publique, vous la trouvez, elle est partielle bien entendu, mais vous la trouvez notamment à l'article 3, lettre B de la loi sur les marchés publics. Grosso modo, qu'est-ce que cet article dit ? Dit que lorsque la collectivité publique, d'une manière ou d'une autre, par l'introduction dans le capital ou par la désignation de dirigeants ou encore par d'autres modes, a une influence en réalité dominante ou prédominante dans une entité juridique, eh bien, on peut parler d'entreprise publique. Je crois qu'on peut évidemment décliner ce type de définition, mais retenez simplement qu'une entreprise devient publique lorsque l'État y a un intérêt. Il y a un intérêt ou lorsque l'État ou la collectivité, de manière plus générale, peut influencer d'une manière ou d'une autre l'entité. J'aimerais simplement rappeler que souvent, la question problématique, c'est que cette activité, elle est économique. Et donc, déployée dans une entreprise, elle devrait normalement suivre évidemment des principes tout à fait basiques et purement liés, disait-on en tout cas pendant un certain temps, en termes de rentabilité financière et pas tellement en termes de préoccupation de bien commun, en fait. Et puis les choses, d'ailleurs, sont en train d'évoluer parce que même dans les sociétés purement de droit privé, vous savez certainement qu'aujourd'hui, on considère que l'intérêt purement rentable financier n'est plus en soi suffisant et qu'il faut y mettre une composante de durabilité, d'augmentation de valeur. J'y reviendrai. Lorsque la collectivité publique, évidemment, participe à une structure de droit privé, on attend en principe de cette participation qu'elle ne soit pas purement financière. En réalité, l'État n'est pas un spéculateur boursier ou un investisseur dans du private capital, mais en réalité, il doit chercher quand même à investir ou à participer à des entreprises qui servent le bien commun, l'intérêt général. Et donc, en réalité, si l'intérêt financier existe, et fort heureusement il existe par ailleurs, eh bien, il devrait revêtir plutôt un caractère accessoire que principal dans la motivation de la participation de la collectivité publique à une entreprise. 3 catégories. Je schématise, hein, bien entendu, et vous allez m'en excuser. 3 catégories principales qui vont nous intéresser. La première, la plus simple, évidemment, c'est l'État, même si c'est de plus en plus rare, participe à une société, une entreprise de droit privé, mais n'a pas de prérogatives particulières, c'est un actionnaire comme un autre, et par conséquent, il va et il doit être traité comme un actionnaire lambda. Vous avez de l'autre côté la société anonyme de droit public qui, elle, est créée évidemment sur la base d'une législation, d'une loi, qu'elle soit fédérale ou cantonale, et qui va en réalité instituer l'entreprise pour servir, évidemment, ça va de soi,
un but commun, un but général. Et dans ce cas de figure, évidemment, l'organisation, la gouvernance va être en partie réglée, j'y reviendrai, par la législation spécifique. Puis ce qui nous intéresse, c'est l'entre-deux. C'est évidemment, en particulier, parce que c'est là que les questions les plus délicates se posent, les sociétés anonymes de droit mixte. Ici, l'État, généralement, participe ou pas au capital d'une société, mais a le droit de désigner des représentants. Et donc, c'est un statut un peu particulier. Ces représentants, désignés par l'État, vont, et nous allons le voir, subir, si je puis m'exprimer ainsi, deux devoirs de loyauté, l'un à l'égard de la société qu'ils dirigent, qu'ils administrent, et puis l'autre à l'égard de la collectivité publique qui les a désignés. Et c'est ici, souvent, que se posent des questions qui peuvent paraître délicates, mais qui, en réalité, se résolvent assez facilement. Très rapidement, dans les sociétés anonymes de droit privé, les devoirs de diligence, de fidélité, d'égalité sont ces devoirs ordinaires d'un dirigeant, rien de particulier à dire. L'État, en réalité, est représenté parfois au conseil d'administration, mais comme n'importe quel actionnaire pourrait l'être, et il n'est pas au bénéfice de privilèges ou de droits particuliers. Par conséquent, aucune raison de dévier des règles fondamentales qui s'appliquent à n'importe quel autre actionnaire. C'est la raison pour laquelle on ne s'y arrêtera pas beaucoup. Les sociétés anonymes de droit mixte, donc définies par l'article 762 alinéa 1 du Code des obligations, sont les sociétés dans lesquelles l'État participe en capital ou non, peu importe, a la possibilité de désigner au conseil d'administration des délégués, entre guillemets, dont la désignation et la révocation dépend uniquement de l'État. Et ici, on a un système de responsabilité un peu particulier, parce que la responsabilité de l'État est directement engagée pour l'activité réalisée par ses délégués, qui, eux, bénéficient d'une protection à l'égard des tiers, si je puis dire, puisque ce n'est pas eux qui vont être attaqués pour leur gestion, déficiente par hypothèse, mais c'est l'État, et à charge pour l'État, le cas échéant, de se retourner contre les dits délégués. Alors, évidemment, ce droit de recours, en réalité, comment vit-il ? Il vit généralement selon les législations fédérales ou cantonales qui vont s'appliquer à la délégation, généralement. C'est un statut un peu particulier, je vous le disais, je vais y revenir, parce que ces personnes-là qui sont désignées par la collectivité publique, eh bien, elles ont effectivement un devoir de loyauté par rapport à la collectivité qui les a désignées dans un but particulier. On verra que c'est souvent accompagné de l'aide de mission, j'y reviendrai. Et puis, elles ont l'obligation légale qui s'applique, évidemment, de travailler dans l'intérêt prioritaire, j'insiste et j'y reviendrai, de la société qu'ils gèrent, bien sûr. Alors, la relation juridique entre la collectivité publique délégante et le représentant généralement relève du droit fédéral ou cantonal, mais en réalité, eh bien, ils ont, ces dirigeants, les mêmes droits, ça c'est OK, mais les mêmes obligations que les autres représentants, que les autres dirigeants. Et dans ce cadre-là, évidemment, ils ont des obligations de diligence, de fidélité, d'égalité de traitement avec les actionnaires, qui vont leur poser quelques questions dans la relation qu'ils peuvent avoir avec la collectivité publique qui les a délégués. Alors, en pratique, on pose deux questions, toujours. C'est l'instruction. Ce délégué peut-il recevoir des instructions de la collectivité publique qui l'a désigné, qui les ont désignés, et l'information. Ce sont vraiment les deux questions majeures qui se posent en pratique. Et ici, c'est vrai, la doctrine a écrit des pages et des pages à ce sujet, mais en réalité et en pratique, je dois le dire, rares sont les cas problématiques. Et souvent, l'État, la collectivité publique, fournit évidemment, on va le voir, des lettres de mission, mais qui sont très très éloignées d'instructions particulières.
en réalité, où la collectivité publique dicterait telle ou telle position dans telle ou telle situation. C'est un cadre assez général, c'est la recherche et la préservation du bien public, mais ce bien public, il est en quelque sorte, et c'est ça l'objet de la discussion, ce bien public, il est incorporé dans le but social pour deux raisons. La première, c'est que le fait que la société prévoit dans ses statuts la possibilité pour l'État de désigner évidemment directement, eh bien, incorpore, si je puis dire, évidemment cette notion d'intérêt public, puisque l'État a ce droit, et que comme c'est dans les statuts, ben, c'est l'Assemblée générale qui a dû, soit à la Constitution, soit ultérieurement, ce sont les actionnaires qui ont dû admettre ce droit. Et par conséquent, on y voit souvent une confrontation, j'y vois plutôt, personnellement, la confirmation que l'intérêt public est en quelque sorte inclus dans le but social. En se fondant évidemment sur les réglementations en la matière, vous allez, et j'en ai examiné un certain nombre, vous allez avoir des lettres de mission que l'État donne à ses représentants lorsqu'il les désigne. Ces lettres de mission sont souvent, très souvent, voire toujours, formulées de manière extrêmement large. C'est de manière générale le rappel qu'il convient évidemment de protéger l'intérêt, la collectivité publique, mais on ne peut pas, très honnêtement dit, on ne peut pas en déduire une position managériale sur une thématique donnée. Ou alors on est très fort. Par contre, ces lettres de mission, toutes réservent le droit impératif. Et le droit impératif, c'est quoi? Ben, c'est le droit donné aux dirigeants, enfin c'est le droit, c'est l'obligation donnée, pardon, aux dirigeants, eh bien, de prioriser l'intérêt de la société qu'ils dirigent. Et c'est vraiment un intérêt prioritaire. Alors vous me direz, ben, tout va bien. Et en réalité, tout va généralement bien. La question, c'est à quel moment est-ce que une question peut se poser véritablement? C'est lorsque on considérerait, et les cas sont assez rares, que l'intérêt public est contraire ou serait contraire à l'intérêt de la société que l'on dirige sur une thématique particulière. Et là, évidemment, dans ces situations de conflit, ben, si on doit trancher, qu'est-ce que nous dit la règle juridique? La règle juridique nous dit, ben, allez regarder votre mission, et dans la lettre de mission, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le droit impératif est prioritaire, parce que la lettre de mission s'inscrit dans ce droit impératif, et le droit impératif vous dit que vous devez agir dans l'intérêt de la société que vous dirigez. Et donc, vous me direz, c'est un peu problématique. Ben oui, mais en pratique, je vous rappelle que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée, ce n'est pas la vôtre, directe, à l'égard des tiers. Certes, l'État pourra se retourner contre vous, mais c'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Et donc, est-ce que c'est un problème en pratique? Ça peut, c'est rare. C'est vraiment rare, et avec un peu de bon sens, et avec un peu également de transparence, je vais y revenir, ben, en réalité, on arrive à résoudre ces quelques tensions qui peuvent se produire. C'est rarement des conflits d'intérêts sévères, c'est souvent ce qu'on appelle des frictions d'intérêts, où effectivement, on va prioriser tel aspect plutôt que tel autre, et c'est là où se peut avoir une discussion sur la position que l'on prend. L'information. Alors, souvent on me pose la question, mais est-ce que je peux, comme administrateur, dire cela, évidemment, à la collectivité publique qui m'a désigné? Et la réponse est, sauf cas très particuliers ou législation très particulière, notamment bancaire, eh bien, ou boursière, évidemment, la réponse est oui. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'égalité de traitement dans l'information aux actionnaires,
c'est une égalité qui est relative dans le principe de l'article 717 du Code des obligations. C'est-à-dire que vous devez traiter les actionnaires qui sont dans la même situation de manière équivalente. Est-ce que l'État est un actionnaire ou la corporation publique est-elle un actionnaire comme un autre? Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que par définition, l'État n'est pas un actionnaire spéculateur. Et en réalité, il cherche le bien commun, et par conséquent, ça ouvre une possibilité, en étant dans la bonne gouvernance, je vous rassure, d'avoir une communication ciblée, intelligente, à l'égard de la corporation publique qui vous a délégué. Le seul problème de cette communication, ce n'est pas le principe de la communication, c'est la confidentialité que la collectivité publique peut vous garantir lorsque vous l'informez. Et nous savons qu'informer un exécutif, pas toujours, c'est possible. Informer un législatif, c'est unmöglich. Parce que vous informez tout le monde, évidemment. Et donc, c'est cette difficulté-là, en réalité, en pratique, qui doit vous conduire à être prudent dans la confidentialité que vous devez demander sur des informations qui pourraient être critiques si elles devaient sortir, évidemment, au grand jour. Et contrairement à ce que d'aucuns pensent, ne pas communiquer au grand jour certaines informations, ce n'est pas parce qu'elles méritent d'être cachées, c'est tout simplement parce qu'il est prématuré de les donner, tout simplement, et ce n'est pas illicite que d'assurer la confidentialité, c'est le contraire qui est illicite, puisque en réalité, les dirigeants ont, de par la loi, et c'est un droit impératif, un devoir de fidélité sur lequel je reviendrai. La fidélité étant la discrétion aussi. Société anonyme de droit mixte, toujours, évidemment, il y a des obligations ordinaires de diligence, de fidélité à l'égard de la société, mais aussi à l'égard de la collectivité. Et donc, oui, la collectivité publique peut, en sa qualité d'actionnaire, avoir accès à certaines informations, au même titre que n'importe quel actionnaire, mais en réalité, comme je vous le disais, il peut aussi aller un tout petit peu plus loin dans le niveau d'information, dans la mesure où, par sa position dans les sociétés mixtes, il engage sa responsabilité, ce qu'un actionnaire ordinaire ne fait pas. Il n'y a pas de responsabilité, il n'existe pas de responsabilité légale à charge de l'actionnaire, en réalité. Société anonyme de droit public, l'article 763 dit quoi? Dit simplement que la Confédération, respectivement les cantons, peuvent déroger au droit fédéral et ils peuvent, évidemment, au moyen d'une législation spécifique, constituer une corporation de droit public et les dispositions du droit de la société, en particulier ce sont généralement des sociétés anonymes, sont généralement applicables, mais simplement à titre de droit public supplétif. Le régime juridique dépend ainsi de la législation soit fédérale, soit cantonale. Les CFF, on en parlera peut-être avec M. Ducrot, et les Swisscom, la Poste suisse, respectivement, les banques cantonales. La loi spécifique peut accorder à la collectivité publique des moyens particuliers de gestion et de contrôle. Et donc, en réalité, ici, la question des instructions ne se pose pas, puisque la loi peut parfaitement les prévoir, en réalité, mais on le verra, en principe, les législations spécifiques se gardent de prévoir cela, tout simplement parce qu'elles ont souvent, en pratique, je n'ai pas trouvé de cas où ce n'était pas le cas, renvoient tout simplement, évidemment, aux dispositions ordinaires de fonctionnement du Code des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rares sont les entités actives qui ont une gouvernance différente du fait et basée sur les législations publiques spécifiques, lesquelles renvoient au mode de gouvernance prévu par le Code des obligations. Et donc, cette
ce renvoi fait qu'en réalité, on va constater que le régime de responsabilité pour les trois types ou trois grandes catégories est assez proche, en fait. Tout d'abord, pour les sociétés anonymes de pur droit privé, ce sont les règles ordinaires du Code des obligations en matière de responsabilité qui vont s'appliquer. Dans les sociétés anonymes de droit mixte, de nouveau, on va appliquer les mêmes règles, mais cette fois-ci, rappelez-vous, c'est d'abord l'État qui doit être attrait en responsabilité, lequel peut se retourner contre ses délégataires. Et puis, enfin, dans le troisième cas de figure, pour les sociétés anonymes de droit public, ce pourrait être différent, mais en réalité, les législations spécifiques, en l'occurrence, renvoient au même système légal. Alors, venons-en rapidement, si vous le voulez bien. Il y a un devoir de diligence, c'est ce qui est prévu pour tout le monde, hein, quel que soit le cas de figure. Qui dit quoi? Qui dit pas tellement ce qu'il faut faire, mais qui dit comment il faut le faire. Et ici, en réalité, c'est plutôt une façon de se comporter. Et je dirais de manière un peu schématique, et je m'en excuse, ce qui compte, en réalité, c'est qu'est-ce que j'ai fait sur la base de mes compétences, certes, mais attention, et c'est là où le bas blesse, ce n'est pas mes compétences subjectives, celles que j'ai vraiment, c'est les compétences que je devrais avoir et les connaissances que je devrais avoir. Et donc, en réalité, quand je décide, je dois décider comme déciderait un bon dirigeant ordinaire, si je puis m'exprimer ainsi. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Je vais caricaturer. Ça veut dire que je ne savais pas, je n'ai pas compris, j'étais pas là, on ne m'a pas dit. Ça vaut rien. En revanche, j'ai des connaissances, j'ai suivi notamment les conférences de l'IDEAP sur ce domaine, ça va compter à charge. Donc, évidemment, soyez attentifs au fait que plus vous serez formé, plus vous serez responsable. Ce n'est pas forcément négatif, bien entendu, parce que plus vous serez formé et plus vous saurez ce qu'il faut faire. Donc, attention dans cette pesée de l'appréciation de la diligence. C'est là où les règles de gouvernance, et on assiste à une inflation législative en termes régulatoires sur les obligations, c'est là où les choses sont et peuvent être embêtantes. Devoir de fidélité, second devoir prévu par l'article 717 comme base, il y en a trois, hein. Diligence, fidélité, égalité de traitement. La fidélité, c'est quoi? Évidemment, vous devez en fait vous comporter de manière à éviter tout dommage à la société, notamment le devoir de fidélité, comprend le devoir de discrétion, ce qui vous oblige, lorsque vous informez la corporation publique qui vous a délégué, à prendre des mesures de précaution nécessaires pour que dite corporation, évidemment, ne nuise pas à la société que vous administrez, notamment parce qu'elle ferait circuler une information de manière à l'avance qui pourrait être préjudiciable dans le cadre des activités de la société. L'égalité de traitement, là encore, et c'est peut-être ici où on a une solution, vous distinguerez l'égalité de traitement absolue, notamment dans les droits fondamentaux. Évidemment, les actionnaires ont toujours le droit, et ça c'est fondamental, de participer à une assemblée générale. Vous ne pouvez pas priver certains, et ça, il n'y a pas de discussion. Même si c'est un actionnaire majoritaire ou minoritaire, on les traite de la même manière. Et l'égalité de traitement, qui est un principe d'égalité relative, qui vous permet de considérer que la collectivité publique actionnaire pourrait être, cas échéant, traitée un peu différemment en termes d'information, parce que l'État n'est pas un actionnaire comme un autre. Et il a une responsabilité particulière instituée par la loi. Les règles de gouvernance d'entreprise permettent évidemment de mettre des processus décisionnels en place. Et vous verrez en réalité que la jurisprudence, pour une fois, du tribunal fédéral nous aide particulièrement, puisque en réalité, on a fait nôtre en Suisse une règle qui nous vient des États-Unis. Tout ce qui vient des États-Unis donc n'est pas forcément mauvais.
Et à partir de là, cette business judgment rule, comme on l'appelle, nous permet en réalité de dire, et je synthétise, que l'important, ce n'est pas forcément de prendre que des bonnes décisions, ça se saurait, évidemment, ce n'est pas le cas, mais qu'au moment où on décide, on doit suivre un processus qui nous permet de prendre une décision en toute connaissance de cause. Et ça limite l'examen d'un juge qui, évidemment, viendrait examiner vos décisions a posteriori, donc de manière bien plus intelligente, parce que lui connaîtra le futur, bien entendu, et pas vous, quand vous décidez. Et ça part du postulat, et vous m'en excuserez pour ceux qui sont présents, les magistrats, que les juges ne sont pas de meilleurs managers que les autres, sinon ça se saurait. Et donc, à partir de là, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'on suit un processus décisionnel irréprochable, j'y reviendrai rapidement, qui repose sur une base d'informations adaptée et que l'on a géré ou qui est exempt de conflit d'intérêts, en réalité, l'examen du juge, même si la décision qu'on a prise devait s'avérer négative et néfaste, eh bien, l'examen du juge sera extrêmement limité et il n'engagera la possibilité de la voie de la responsabilité que si la décision est insoutenable. Que si la décision est insoutenable. Donc, c'est un outil de protection énorme que l'on a donné en réalité, et ça de manière constante depuis 2012, date à laquelle cette nouvelle réglementation a été introduite en Suisse et depuis répétée à de multiples occasions. Donc, nécessité, devrais-je dire, de se concentrer davantage sur la question de la procédure décisionnelle, évidemment, et de l'information dont on dispose au moment de la décision. Deux petites précisions qui nous viennent de la jurisprudence. Eh bien, tout d'abord, si le processus décisionnel est irréprochable, je vous l'ai dit, à ce moment-là, le juge ne peut envisager une responsabilité que si la décision est insoutenable. Et deux, eh bien, s'il y a un conflit d'intérêts, tout simplement, ça ne signifie pas que la décision est viciée, ça veut simplement dire qu'il faut prendre des mesures pour endiguer, mesures adéquates, ce conflit d'intérêts. Récusation des personnes concernées, participation ou non à la discussion, en fonction de l'intérêt que ça peut avoir, communication ou pas des informations au préalable, etc. À la question qu'on me poserait, mais vraiment quotidiennement quasiment, oui, mais est-ce que dans cette situation j'ai un conflit d'intérêts ? Ma réponse est toujours la même. Quand on se pose la question, c'est qu'on a un conflit d'intérêts. Sinon, on ne se la pose pas. Parce que ce n'est pas le conflit réel qui compte, c'est l'apparence du conflit qui compte. Et on sait tous qu'on est des administrateurs ou des dirigeants qui sont absolument éthiques et probes, mais malheureusement, ce n'est pas ça. On sait bien qu'on va faire la part des choses, mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est l'apparence du conflit qui compte. Donc, processus décisionnel irréprochable, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps. Je vous ai mis, et vous aurez, je crois, la documentation à disposition, je vous ai mis quelques règles. Ce que je veux simplement dire, c'est que n'oubliez pas que quand on a un processus décisionnel, il faut respecter les règles, en réalité. Et notamment, il faut que les bonnes personnes décident. Si on a un comité particulier qui préavise, il faut que le comité préavise, même si on est urgent. Et j'ai déjà entendu des présidents de conseil me dire « Oui, mais je n'ai pas convoqué le comité parce que de toute façon, j'avais discuté à la cafétéria de la question avec 2 des membres, et puis on est 3 dans ce comité, ils étaient d'accord. Donc il n'y a pas besoin de convoquer le comité. » Ça laissera libre champ au juge d'examiner la responsabilité. Tout simplement ça. Parce qu'on n'aura pas respecté le processus décisionnel. Importance donc de veiller au règlement également d'organisation. Et puis, j'y reviendrai, mais un processus décisionnel au sein d'un collège, c'est pas laisser parler la personne dominante, parce qu'elle est importante, et ne pas laisser s'exprimer les autres. Donc il faut que le président ou la présidente ait soin, notamment d'instituer des tours de table, ait soin d'instituer des huis clos, s'il le faut, et soin de passer la parole à celles et ceux qui ne disent rien
parce que ça leur arrive de penser. Et donc, à partir de là, ben, laissons la parole à tout le monde. Sur la question du processus, je vous ai mis ici un arrêt particulièrement intéressant qui démontre effectivement ici que l'administrateur avait décidé de garantir des prêts sans concerter les autres. Il avait la signature individuelle, il pouvait le faire. Ben, tout simplement, par ce fait-là, l'examen était libre et il y a eu condamnation. Sur la base d'informations adaptée, ça, il faut évidemment que l'information circule et vous devez absolument, quand vous décidez, eh bien, vous assurer que vous avez toutes les informations disponibles. Et l'information, ce n'est pas celle que vous avez, hein. C'est celle que vous pourriez avoir qui compte en termes de responsabilité. Pas tout à fait la même chose, hein. Ça veut dire que c'est à vous de poser les questions et ce n'est pas aux autres de vous amener l'information. Donc, si vous avez un doute, si vous avez une question, si vous n'avez pas compris, c'est impossible de décider si vous n'avez pas compris. Pourtant, dans de grandes sociétés suisses, qui depuis ont fait faillite, eh ben, on a décidé sans comprendre. Et donc, à partir de là, il vous faut comprendre. Il vous faut comprendre quand vous décidez. Ensuite, il faut analyser les risques. Je passe un petit peu plus rapidement. N'oubliez pas, pas de décision sans analyse de risque. Je vous passe ici un arrêt qui démontre très exactement, vous aurez ces informations dans la base de données, qui démontre exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'en réalité, on ne s'était pas suffisamment renseigné, et par conséquent, le juge ici était libre de sanctionner. Gestion des conflits d'intérêts, je ne m'arrête pas tellement, je vous ai dit, dès que vous vous posez la question, vous y êtes, vous devez trouver des mesures en réalité adéquates, et on commence une séance par se poser la question si on a un conflit d'intérêts. On ne dit pas qu'on a un conflit d'intérêts à la fin et après la décision, hein, ce qui souvent est le cas, et donc on le dit avant pour prendre les bonnes mesures. Arrêt qui confirme ça. C'est des exemples hein, que je donne simplement et qui démontrent bien qu'il faut trouver une solution ad hoc. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un a un conflit d'intérêt qu'on ne peut pas décider. Il suffit de prendre une décision et on est à l'abri d'un examen libre. Ensuite, il faut évidemment pour la responsabilité que les autres conditions soient remplies. Je ne m'arrête pas, dommages, fautes et violations du devoir, ainsi qu'un lien de causalité. Pour moi, c'est ça qui m'importe de vous donner, c'est quelques outils. Et vraiment, décider maintenant, c'est devenu un processus. Et donc, on doit préparer les séances, un ordre du jour, on doit respecter les exigences légales et statutaires, on doit se répartir les tâches, on doit s'assurer de l'indépendance et de la gestion des conflits d'intérêts. On doit avoir un déroulement structuré du processus décisionnel avec une décision critique, tour de table, huis clos, je vous l'ai dit, diversité, unité du conseil d'administration. Il faut avoir la liberté de se former sa propre opinion, de pouvoir poser des questions. Il faut consigner dans le procès-verbal. Si vous avez des doutes, vous devez les faire consigner. Si vous avez des questions, elles doivent y figurer. Ce n'est pas forcément du mot à mot, mais ça doit figurer. Qu'est-ce qui a amené la décision? Et puis, évidemment, ensuite, il faut bien évidemment respecter le principe de collégialité. Ce n'est pas parce que le collège a décidé quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord, s'il n'y a pas de violation du droit ou des statuts, eh bien, c'est la majorité qui l'emporte, et c'est le cas aussi en démocratie. Voilà. Merci. Je crois que j'ai un peu raccourci, mais je suis dans le timing. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. On passe directement aux questions. Y a-t-il des questions pour Guy Moustaki dans la salle? Je vois ici, au deuxième rang, Iris, juste ici. Merci. Bonjour, Karen Dijkstra. Donc, je ne suis pas du tout juriste, donc je m'excuse déjà de mal formuler ma question. Je suis ingénieure et quand j'entends tout ça, je pense à tout ce qui est gouvernance IT et spécialement sécurité. Et vous parlez de droit de diligence, de s'il n'y a pas assez d'informations, il faut se renseigner, gestion des risques, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Je me pose simplement la question, est-ce que c'est réaliste d'imaginer que le directeur ou la directrice d'une grande société soit capable vraiment consciemment d'évaluer finalement ces risques-là, parce que, comme vous l'avez dit, ça devient quelque chose de tellement complexe et tellement spécifique. En fait, du coup, quand vous avez dit que finalement, si on ne sait pas, c'est pas trop grave, on ne sera pas trop puni, comment est-ce que ça fonctionne par rapport à ce thème spécifique?
Merci. Non, alors, je commence par la fin. Je n'ai pas dit si on ne sait pas, c'est pas trop grave. Je dis que si on ne sait pas, on doit se renseigner. Voilà. Par contre, ce que je dis, c'est que ce qui est grave, c'est que si on a des informations complémentaires et on n'en fait pas usage, ou une formation, ou une connaissance, ça sera à charge. C'est ça que Pour le reste, sur l'analyse de risque, le tribunal fédéral, à maintes reprises, souligne le fait, et c'est dans la loi par ailleurs, hein, pour certaines grandes sociétés, l'obligation de procéder à une évaluation des risques. Quand vous prenez une décision, fût-elle compliquée l'évaluation, hein, peu importe, quand vous prenez une décision, vous devez considérer que les hypothèses sur lesquelles vous vous êtes basé sont des estimations, sont des probabilités. Et par conséquent, vous devez faire un scénario qui fait varier ces hypothèses et ces probabilités. C'est ce qui a conduit à des catastrophes en réalité. C'est parce qu'on est parti de l'a priori que les hypothèses sur lesquelles on a décidé, succès du produit, ouverture du marché, stabilité du taux d'intérêt, d'endettement, etc., étaient un acquis. Et on n'a pas fait varier les différents paramètres pour voir quelle était notre capacité de résilience, en réalité, dans la décision qu'on prend. Une décision peut être excellente si les hypothèses qui sont présentées sont justes, et s'avèrent justes dans le futur, mais c'est prédictible, ou imprédictible, mais catastrophique si ce n'est pas le cas. Ce qui compte, c'est que vous ayez vérifié au préalable que si les hypothèses varient dans une proportion admissible, vous résistez. La décision demeure ou, malheureusement, elle est moins bonne, mais elle n'est pas catastrophique. Voilà. Ça me paraît clair, mais dans le contexte technique spécifique, est-ce ouais. que vous pensez que c'est réaliste d'attendre ça dans une... Ah oui, je crois. Ah, je crois. Non, je crois vraiment. Et si le dirigeant ne peut pas le faire, il y a 36 000 façons de s'appuyer sur les externes. Et notamment dans le domaine, vous parlez de l'IT, notamment dans l'IT, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas fait son devoir de vérifier, évidemment, si sa plateforme de fonctionnement est ou n'est pas correcte, que ce soit par des ressources internes ou à l'externe, à mon avis, est en défaut de son devoir de diligence, oui. Mais pas que le directeur, hein. Tout le monde. Bien sûr. D'autres questions à Guy Moustaki? Étienne. Merci pour cette excellente intervention qui, à mon avis, résume bien l'état des lieux. Mais il y a un problème quand même, vu du point de vue du politiste maintenant, pas du juriste. J'adore toujours la capacité des juristes de dire qu'il y a un intérêt public. Les politistes et les réalistes du monde, pour ainsi dire, ont découvert depuis longtemps que l'intérêt public n'existe pas en tant que tel. Il y a une multitude d'intérêts publics, il y a un éclatement d'intérêts publics dans le passé. On y assiste toujours dans des situations où une politique publique est opposée à une autre. Je me souviens, j'étais membre d'un conseil d'administration d'un SI local où l'objectif de la direction était toujours vendre de l'électricité. L'électricité doit être vendue, ça c'est l'objectif. Et moi j'ai toujours dit, mais il y a une autre politique, en même temps décidée par le Conseil fédéral et d'autres, économiser. Alors, vendre contre économiser, c'est quoi l'intérêt public? Alors j'ai insisté à ce qu'on ne doit pas approuver le rapport annuel s'il n'y a pas cet aspect d'économiser. Donc c'était très pratique, hein, il s'agissait de plusieurs millions de francs dans l'intérêt d'une ou de l'autre commune. Alors ils m'ont absolument détruit dans le conseil, j'étais minoritaire, et en fin de compte, il n'y avait aucune possibilité de faire valoir l'intérêt public, économiser l'électricité. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé. Merci. Alors, je n'ai pas la prétention de définir l'intérêt public, bien au contraire. Je dis simplement, vous aviez tout simplement raison avant l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces notions d'intérêt général et d'intérêt public sont essentiellement évolutives, en fait.
Et les figer, à un moment donné ou à un autre, dans une définition réglementaire, serait une aberration. En réalité, c'est vraiment la perception qu'on s'en fait. Et aujourd'hui, dans les règles de gouvernance, ce qu'on constate, et les premiers procès s'ouvrent maintenant, c'est qu'on va attaquer des dirigeants qui ont fait beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'aspect de durabilité, de la responsabilité sociétale ou environnementale de la société. Ça n'existait pas, et on verra le résultat. Et c'est l'introduction maintenant de la thématique de l'augmentation de valeur versus la profitabilité court terme. Je caricature. Mais c'est ça le débat. Et pour moi, l'intérêt public, c'est une notion essentiellement évolutive, bien sûr, en fonction de la collectivité dans laquelle vous vivez, de sa perception et des impératifs auxquels elle est confrontée. Cette fois-ci, la parole à Étienne. Oui, Étienne Poltier, professeur honoraire. Une question relative aux 3 modèles décrits, modèle ordinaire, modèle de l'article 762, modèle de l'article 763. Statistiquement, il me semble, le modèle de l'article 762 devient extrêmement rare. Donc, au fond, l'essentiel serait ailleurs, si je comprends bien. L'article 762 présente un défaut, c'est qu'il y a des représentants de l'État au sein de la société, et puis souvent l'État en même temps est surveillant de la société. Ça se passe dans les chemins de fer, ça se passe probablement dans l'électricité, dans les hôpitaux certainement aussi, et donc dès l'instant où il y a un représentant de l'État dans la société et puis un organe de l'État qui surveille, il est surveillant et surveillé. Donc un problème de gouvernance, il me semble, assez net, qui fait que, en tout cas, de nombreux experts suggèrent l'idée qu'il ne faut pas utiliser cet instrument de l'article 762. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci pour la question. Je dirais la chose suivante. La tendance aujourd'hui qu'on observe, c'est de confier l'élément régulatoire et de surveillance non plus à l'État, mais à des commissions particulières. C'est notamment le cas dans l'électricité aujourd'hui, où on a une commission qui s'appelle l'ELCOM, qui a privé les collectivités publiques de leur surveillance directe sur les entreprises électriques pour réguler, elles, la manière dont ces entreprises électriques, notamment sur les tarifs, n'est-ce pas, qu'elles pratiquent. Et donc, l'État s'est dépouillé de cela, en fait, en grande partie. Et donc, c'est la même chose par ailleurs dans le système bancaire, c'est la même chose dans le système régulatoire général, et notamment aussi sur la commission, mais un petit peu plus rattachée à l'État, sur les transports, la route, etc. Donc, on a tendance à vouloir déléguer ça à des experts et des commissions ad hoc, cette surveillance-là. Cela étant dit, le modèle de la délégation, c'est vrai que c'est ambivalent. C'est à la fois, on désigne des personnes, mais pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir quelque chose qu'on ne fait pas. Pour pouvoir, en principe, peser évidemment, sur les orientations. Mais dans les lettres de mission, on ne le fait pas. On fixe des cadres très, très généraux, en réalité. Donc, l'État ne souhaite pas, en fait, engager sa responsabilité dans la gestion des sociétés privées dans lesquelles il participe, et je le comprends, en réalité. Donc, est-ce que c'est un modèle en voie de disparition? Pas sûr. Pas sûr, parce que pourquoi? Parce que le troisième modèle du 763, qui, pour moi, est le modèle qui eût justifié de manière tout à fait claire et de manière légale l'information de l'État, la participation à la gestion, les instructions, tous les modèles qu'on observe, selon le 763, renvoient en fait à la législation ordinaire. Donc, en fait, l'État qui participe, il participe en fait pour avoir une information et avoir un débat, et là je reviens au bon sens, avec le conseil d'administration et ses représentants
au sein des collectivités dans lesquelles ils participent. Est-ce qu'on va résoudre cette tension privé-public par une réglementation? J'y crois pas du tout. Mais du tout. On va la résoudre vraiment par la discussion, par la communication. Et ceux qui considèrent l'État n'a rien à dire parce que je suis une société de droit privé ont tort. Et ceux qui disent l'État doit décider parce que je suis une société de droit, parce qu'il participe, ont tort. Et donc, c'est dans cette tension qu'il faut essayer de trouver un chemin de fonctionnement. Peut-être une dernière question, mais rapide. Allez, là-bas au fond. Merci. Jean-Christophe Schwab, par rapport à votre dernière remarque, est-ce que la solution ne serait pas dans une séparation de l'activité de l'État financeur, de l'État propriétaire et de l'État régulateur? Dans les transports publics, vous avez souvent un service qui détient les actions et qui n'est pas forcément le même service qui va commander les prestations. Et vous avez encore souvent une commission fédérale qui va vérifier que le marché fonctionne. Est-ce que c'est... Il n'y a pas forcément besoin de grandes murailles de Chine entre ces services, mais est-ce que c'est une bonne façon de préserver les intérêts des uns et des autres? Enfin, les intérêts publics du propriétaire, du financeur et du régulateur. Merci. Alors je ferai encore une distinction, je ne vais pas compliquer le débat, mais en réalité, si l'État subventionne et donc fait plus que participer financièrement au capital, d'accord, et retirer, lui, plutôt des dividendes, hein, si lui, au contraire, est pourvoyeur de fonds, alors on est sous le régime de la loi sur les subventions, avec un droit à obtenir des informations qui dépendent de la loi et qui permet à l'État d'intervenir. On est dans un cas de figure où, ici, l'État ne donne pas d'argent pour des raisons obscures, historiques parfois. Il est au capital de telle ou telle société, mais ça s'explique au départ parce que c'était des partenariats privés-publics, encore une fois, hein, dans les chemins de fer, dans l'électricité, dans les banques. Mais aujourd'hui, vous avez parfaitement raison de poser la question, on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce que l'État a besoin de participer au capital? Mais ça s'explique historiquement dans ce partenariat-là. Mais la vraie question, en réalité, c'est quoi l'intérêt de l'État? Si l'intérêt de l'État, c'est de toucher les dividendes, alors, et rien d'autre, alors on devrait plutôt le traiter, ce qu'on fait par ailleurs en pratique, hein, comme un actionnaire ordinaire. Par contre, si son intérêt, c'est autre chose, bah, à ce moment-là, évidemment, il a, de par la loi sur les subventions, de par son implication possible, la possibilité d'être beaucoup plus intervenant sur la question du bien public. Merci infiniment. Malheureusement, on va devoir en rester là au niveau des questions. Guy Moustaki restera pendant la matinée ici, donc pendant la pause, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Oh, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir.